Bonjour, je m'appelle David Jackson-Perry, je suis coordinateur des projets VIH au CHUV à Lausanne et vous écoutez le podcast Invisible qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états, autant social que médical. Bonne écoute. Alors parle-moi un petit peu plus des jeunes qui vivent avec le VIH. Raconte un peu ce projet en fait. On a un peu le problème avec les jeunes dans les centres de santé. Donc à Lesotho, le traitement de VIH, c'est beaucoup aux centres de santé qui sont dirigés par des infirmières. Donc c'est pas forcément des médecins, c'est des infirmières. Mais surtout, c'est des infirmières déjà un peu plus âgées, qui les services sont pas très bien adaptés aux jeunes. Donc parfois, tu disais que parfois en fait, donc ces infirmières d'un certain âge, avec un certain statut peut-être dans le village, elles ont donc des idées reçues par rapport à comment mettre en place la clinique, la pratique clinique. La pratique clinique et aussi comment il faut vivre. Et oui, comment il faut vivre comme jeune, et qu'est-ce qu'il faut faire. Côté un peu moralisateur comme ça. C'est ça. Il faut prendre le médicament, blabla. Il faut être aussi niveau sexuel, bien sûr, avant d'être marié, tout ça. Donc c'est un peu parfois un peu difficile les discussions qui sont très importantes pour les jeunes, mais c'est difficile à faire, à avoir au centre de santé. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Donc, on a mis des jeunes qui vivent avec le VIH, mais aussi des autres acteurs civils, avec des acteurs des ONG, SolidarMed, une ONG à Lesotho, et des développeurs informatiques. On s'est tous dans une salle, et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce système? Et le résultat, c'était qu'on veut essayer d'avoir dans chaque centre de santé un jeune qui vit avec le VIH, qui dirige, qui organise, qui accueille ses pairs. Et on appelle ça le peer educator. Donc le peer educator qui accueille les autres peers et leur aide à diriger tous les services, parce qu'il y a beaucoup de services centre de santé, mais parfois c'est difficile à discuter les services, à savoir comment s'orienter en fait. Exactement. Ouais. C'est vraiment une navigation au centre de santé. Il y a aussi pas mal par exemple des messages automatiques sur SMS automatiques pour un rappel de rendez-vous. Exactement. Et on a créé un modèle, on appelle ça un model of care, preference-based model of care, où les jeunes, ils peuvent vraiment choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Et la personne qui a noté tout ça et qui a fait toute la discussion, c'était pas l'infirmière, mais c'était l'autre jeune peer educator. Elle a reçu un tablette, un smartphone avec cette application qu'on a développée. Donc, le peer educator, il a noté toutes les préférences sur, quel rappel tu veux, quelle fréquence, quel message. Hautement personnalisé, en fait. Exactement. Aussi, comment tu veux obtenir le traitement, plutôt au village, de la communauté, chez moi ou chez l'infirmière, ça. Et aussi après tous les services à côté, le club, le dimanche, parfois il y a des clubs des jeunes, dans la communauté, soit au centre de santé. Donc, ils ont noté tout ça dans leur application. Et puis, ils ont discuté ça avec l'équipe clinique. Donc, c'est pas les jeunes ou les peer educators qui ont prescrit les médicaments, ça non, mais qui ont vraiment organisé tout ça. Et le jeune, il a juste vu vite fait l'infirmière pour les choses plus cliniques, et c'est tout. Donc un système d'accueillir les jeunes dans une manière plus adaptée pour les jeunes. C'est ça. Et donc en fait, les pères sont pairs à deux niveaux, si je comprends bien. Ils et elles sont pairs avec le VIH, bien entendu, mais aussi avec la question de l'âge, c'est ça. Exactement. C'est un peu doublement pair, en quelque sorte. Exactement. Et les ordonnances sont faites par les infirmières? Oui. D'accord. Donc, ce sont des infirmiers qui peuvent faire des ordonnances? Oui. D'accord. Oui, à Lesotho, c'est assez décentralisé, donc il y a les médecins à l'hôpital, mais au centre de santé, il y a vraiment que les infirmières, et ça marche très bien. Ah oui. Et puis, comment vous avez fait pour évaluer cette intervention? Oui, donc on a
finalement, on a aussi fait un cluster randomized trial. Donc, on a eu 20 centres de santé avec... donc, la moitié a reçu ce modèle avec le P-Educate et cette application pour manager les jeunes. Et les autres 10 centres de santé où là, il n'y a qu'un jeune qui a ramassé les données, mais qui n'a pas géré ce modèle. Et donc, on a fait un trial et finalement, on a regardé si à la fin, après 1 an, la charge virale des jeunes et s'il y a une différence entre les clusters. Donc, autrement dit, c'est un marqueur en fait pour l'adhésion. Exactement, Ouais. pour l'adhésion et aussi pour... c'était une combinaison de rester... Parce qu'un problème, c'est charge virale, de adhérence, hein, mais l'autre problème, c'est aussi que pas mal de gens qui quittent le centre de santé, qui ne reviennent pas, qui n'aiment pas, qui vont ailleurs. Donc, on pas, qui vont ailleurs ou pas, en fait. Ou pas, ouais. Et on ne sait pas ça. Ça, on ne peut pas savoir. Parfois, on le sait, parfois pas. Okay. Donc, et à les autos spécifiquement, il y a aussi le problème mais c'est juste dû à la géographie que beaucoup de jeunes qui vont en Afrique du Sud chercher travail autre part. Donc, transfer out, c'est un grand... C'est assez élevé. Donc, on a mesuré les deux dans cette étude. Elle était publiée il y a 2-3 semaines dans le journal PLOS Medicine. Et intéressant, on a vu que dans tous les clusters, donc aussi dans les clusters de contrôle, où on a posé juste un jeune pour juste mesurer tous et ramasser les données. Qui vit avec le VIH. Toujours. Qui vit avec le VIH. Ouais. On s'est dit, OK, on va mettre des jeunes partout, mais dans des clusters d'intervention, ils ont beaucoup plus de responsabilités que l'autre. Plus l'application, exactement. On a ramassé les données dans tous les clusters. Finalement, on a vu qu'il y avait une élévation ou une réduction de la charge virale dans tous les clusters par plus ou moins 10%, plus dans les clusters intervention que dans les clusters contrôle, mais ce n'était pas statistiquement significant finalement. Mais il y a plein de petits outcomes qui sont intéressants, des données intéressantes aussi, de voir comment ce modèle a créé une atmosphère dans l'équipe clinique au centre de santé, qui ont dit, après 1 an, après le trial était fini, qui ont dit, mais c'était vraiment cool d'avoir un jeune qui est dans notre équipe, qu'on peut donner certaines responsabilités. Donc, c'était le feedback, c'est très, très, très bien dans des clusters d'intervention. Et je pense que c'est aussi un message intéressant pour ces équipes de voir où, OK, on peut inclure un jeune dans notre service. Un jeune, mais vivant avec le VIH, donc c'est quand même ça le... C'est ça. Oui. Et donc, si je comprends bien, dans le contrôle et l'intervention, il y a un jeune vivant avec le VIH. Dans le contrôle, il y a moins de soutien technique. C'est un peu ça la grande différence. Ils n'ont pas l'application, c'est ça? C'est ça. Et la différence entre les deux résultats n'est pas significative. C'est très intéressant. C'est tout à fait contre-intuitif. On aurait pu quand même imaginer que l'application soit vraiment une grande plus-value, mais on dirait, bon, évidemment c'est une hypothèse, mais on dirait que c'est la présence de ce jeune qui est le facteur essentiel. Oui, après, c'est vrai, maintenant, il y a des hypothèses différentes. Je pense qu'une hypothèse, c'est ça, des jeunes. Après, c'est vrai que avec une intervention comme ça, qui est une intervention qui touche beaucoup des différents facteurs, c'est parfois difficile à juste mesurer la charge virale après 1 an et de dire, OK, ça marche ou pas. Donc, parfois, ces études et ces cliniques assez pragmatiques, il faut chercher un primary endpoint, une première mesure, mais l'effet est un peu plus compliqué que ça. Donc, comme si souvent dans le VIH, j'ai l'impression qu'on a besoin de données qualitatives. C'est ça. C'est un peu ça. Hein. C'est ça. Et
aussi les données des préférences. Donc, c'est assez intéressant de voir maintenant, OK, quel service est-ce qu'ils ont choisi? Est-ce qu'il y a des services qui ne sont pas du tout choisis ou ils ont choisi au début, mais après 2 ans, 6 mois, ils ont dit non, j'aime pas du tout. Donc toutes ces données on essaie d'évoluer maintenant dans des secondaires, des publications secondaires sont assez importants et assez intéressants que la publication sur la primary endpoint. C'est très intéressant parce que je parlais avec Mathias Carvesini tout à l'heure, qui me parlait de quelque chose de similaire à Kinshasa, dans lequel il avait été impliqué, ce travail de pair. Et ce matin, dans notre colloque du service, on a présenté aux collègues le bilan de notre première année d'un projet qui s'appelle Entraide Plus, qui est donc un projet de mentoring entre des pairs. Et puis, les résultats de ce projet sont juste, voilà, sont vraiment extrêmement positifs, autant pour les personnes qui font le mentoring que pour les personnes qui sont mentorées. Le fait de rencontrer une autre personne vivant avec le VIH, rien que ça, c'est énorme pour grand monde, pour beaucoup de monde. Mais j'ai l'impression qu'on est assez long. J'entends, c'est relativement récent qu'on met ça en place ici. Alors peut-être qu'à l'époque, les associations, le milieu associatif peut-être mettait ça en place, mais c'est de moins en moins le cas, en tout cas dans le canton de Vaud, et dans d'autres cantons aussi d'ailleurs. Est-ce que tu penses que... Enfin, moi, je suis convaincu de la plus-value de ce genre de projet. Pour moi, c'est une évidence. Mais est-ce que tu peux imaginer une sorte de transférabilité depuis ce genre de projet? Le SOTO, c'est vrai que nous, on a l'habitude de se dire et de se croire avoir beaucoup compris au niveau de la santé. Parce qu'on est... Voilà, on est nous. On est la Suisse. Et on a du mal à faire ce déplacement culturel que toi, tu as appris à faire en étant là-bas, ce décentralisation culturelle que tu es obligé de faire pour être approprié, en fait. Est-ce que... je demande, en fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce travail au Lesotho, par exemple, ou d'autres pays dans la partie subsaharienne de l'Afrique. Est-ce qu'il y a des choses qui sont transférables ou est-ce que c'est trop différent ou... Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont assez similaires, comme j'ai déjà dit, avec au niveau traitement, c'est assez similaire. C'est première ligne, deuxième ligne, comme ça, et ça marche aussi bien les autres qu'en Suisse. Il faut aussi dire, c'est important. C'est vraiment ça marche si bien. Un molécule est transférable. On est d'accord. Le molécule est transférable. Ouais. Après, il y a toutes les choses niveau société qui sont différents et ça a un effet encore plus grand que juste le molécule. Mais je pense, si tu me demandes de ces projets ou de la santé publique ou le programme VIH à Lesotho, pour moi, c'est toujours intéressant de voir comment tout le système est tellement décentralisé et assez loin de l'hôpital. Et ça marche très bien. Et en fait, ça, c'était vraiment un des raisons importantes pourquoi le progrès à Lesotho, c'est les molécules, oui, c'est vrai, mais aussi le fait que Lesotho a décidé de décentraliser jusqu'au village, plus ou moins. Donc, les centres de santé, c'est vraiment des petits centres de santé. Et pour les personnes, c'est assez facile à accéder les centres de santé. C'est pas facile à accéder les hôpitaux. Donc, si on arrive avec le molécule qui marche très bien et on arrête à l'hôpital, ça marche pas. Mais le Lesotho, ça marchait parce qu'ils ont continué avec la décentralisation, et ça veut dire décentralisation géographique vers le village, mais aussi décentralisation au niveau personnel. Donc, moins chez les médecins spécialisés, infectiologues, et plutôt vers l'infirmière, même des projets avec des personnes de la communauté. Donc, nous, on a aussi un projet avec des personnes de la communauté qui ont distribué les médicaments. Oui. Et je pense que ce système de décentralisation au niveau géographique et aussi au niveau de compétences, peut-être la Suisse pourrait aussi apprendre un peu. Donc, qu'une personne vivant en Suisse avec le VIH peut vraiment choisir, ok, moi je vais pas chez un médecin spécialisé sur le VIH, mais je peux aller chez mon médecin ou ma infirmière
préférés à côté de moi pour accéder à ce traitement qui aujourd'hui est assez standardisé et facile. Donc, je pense des pensées de santé publique qui sont intéressantes des autos, qui on pense pas trop en Suisse. Et je dis ça pas juste à cause des coûts, parce que c'est vrai que ça sera plus moins cher. Moins cher. Mais aussi au niveau des préférences des patients. Donc, j'imagine il y a des gens qui viennent le VIH qui veulent vraiment accéder à l'hôpital universitaire, hein, mais aussi d'autres qui aimeraient plutôt aller chez l'infirmière à côté. Oui, c'est cette proposition de gamme, en fait, hein, ce panel de choix qui est important. Ouais. Et comme tu dis, le traitement même est standardisé et relativement simple. Et donc, c'est vrai qu'à Lausanne, par exemple, il y a un bon nombre de personnes qui sont suivies effectivement en cabinet aussi, hein. Mais pas par une infirmière, par exemple, et certainement pas par un ou une paire éducateur. Donc pour toi, ça agrandit le champ de possibles. J'ai plus de choix, et donc je peux avoir un choix adapté à ma vie, à mes préférences. C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Alors Alain, à propos de préférences, évidemment, ma préférence serait de rester là avec toi et puis en discuter davantage. Mais je sais que toi, tu as un train à prendre pour balle. Et nous arrivons au bout de ce podcast. Je te remercie une dernière fois de ta présence, aussi de ton engagement, ta motivation dans le domaine du VIH en général. Je te dis bon vent et salut. Merci David, avec plaisir. Merci d'avoir écouté Invisible, le podcast qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états. Je suis David Jackson Perry et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.